Bonjour à tous. Donc, bienvenue dans cette table ronde qui va évoquer le débat comme levier pour l'éducation à l'esprit critique. Donc débattre, qu'est-ce que c'est? Débattre, c'est avant tout savoir analyser une question, trouver de bons arguments, savoir les exposer, mais aussi et surtout savoir écouter ceux des autres et même parfois changer d'avis suite aux arguments des autres. Donc pour moi, ça, c'est l'essence du débat. On en reparlera avec nos intervenants. Mais du coup, l'objectif, c'est d'arriver à échanger argument contre argument, d'être capable de changer d'avis pour faire émerger, se rapprocher d'une certaine forme de vérité. Alors, s'il vous plaît, on ne ferme pas les portes en mode de Covid. Voilà. Je préfère avoir froid que le Covid, hein, même en étant vacciné. Donc, dans cette définition du débat, je trouve qu'on retrouve une forme de définition de l'esprit critique. Hein, savoir avoir de la méthode, savoir questionner ses propres croyances et les remettre en question si besoin. Donc, on peut se dire légitimement que le débat est une bonne entrée en matière pour éduquer à l'esprit critique. Mais du coup, posons-nous la question, est-ce que c'est une croyance ou est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ça s'appuie sur des faits scientifiques? Donc, pour en débattre et pour nous apporter un éclairage, je vais laisser mes trois intervenants se présenter, en commençant par Eric Lowen. Non, la règle, c'est je garde un micro. Pas fou, l'expérience qui parle. Comme ça, tu gardes le Covid. On se le repasse. Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Eric Lowen. Alors, moi, j'ai la particularité de ne pas travailler avec les enfants. Donc, s'il y a des choses qui seront liées à ça, je le précise, moi, je ne travaille qu'avec des adultes. De un certain âge jusqu'à un certain âge, voilà. Et je m'occupe à Toulouse donc de l'université populaire, et il s'avère que dans nos activités, nous nous occupons de café philo. Il y a le café philo de Toulouse, mais en fait on a un réseau de café philo depuis 1997. Donc pour vous donner une idée, à Toulouse, on est tous les jeudis soirs en continu depuis 1997, plus la période des vacances. Donc rien que sur ce café philo, j'ai dépassé les 1000. J'ai arrêté de compter les 1000 débats dessus. Et ensuite, on en a d'autres sur Albi, sur Foix, du côté de Limoges, sur la Haute-Vienne, voilà, ou à d'autres époques. Voilà. Donc en tout, je n'ose compter le nombre de débats que nous avons organisés, que nous continuons d'organiser. Voilà. Sauf que je l'ai bien dit, moi je ne travaille qu'avec des adultes, pas avec des enfants. Donc nous accueillons les gens dans le cadre de ce type de débat, où il y a un dispositif effectivement qui est organisé pour, en quelque sorte, créer les conditions du débat. Et donc moi je pourrais parler avec donc cette double casquette à la fois d'animateur avec une certaine expérience et aussi de formateur à l'animation de Café Philo, puisqu'on a, on va dire, une sorte de philo académique qui est destinée à former des animateurs philo ou des animateurs de la parole. Voilà. Ok, merci Eric. Alors moi, je travaille que pour les enfants. À contrario, je m'appelle Malicia Mévencan, je suis journaliste et également directrice éditoriale chez Milan Presse, qui est un éditeur spécialisé pour les enfants de 0 à 15 ans sur Toulouse. Et je m'occupe plus particulièrement des magazines pour les enfants de 8 à 15 ans, donc en pleine construction de l'esprit critique. Et j'ai une formation initiale en philosophie. Donc je suis très sensible à toutes les questions autour donc, du débat et de l'esprit critique, évidemment. Notamment, j'ai à cœur de développer l'esprit critique des futurs citoyens. Voilà. Et donc j'ai créé, il y a quelques années, suite aux attentats de Charlie Hebdo, contre Charlie Hebdo, une mallette pédagogique pour les enfants de cycle 3 sur comment débattre de l'actualité en classe, dont je vous parlerai plus tard. Kevin Dechachi, je suis jeune chercheur en sciences de l'éducation et spécialisé sur l'esprit critique. Et je suis aussi consultant et formateur auprès d'adultes. Et voilà. Ok, merci. Donc pour commencer cette table ronde, j'aimerais, bon, ça c'est un peu ma tradition pour ceux qui me suivent un peu dans cette salle, j'aime bien définir les termes. Donc est-ce qu'on pourrait définir... Bon, l'esprit critique, ça tout le monde le fait, donc c'est sympa, on peut voir de table ronde en table ronde les différences.
Mais surtout, qu'est-ce qu'un débat? Et un bon débat. Qui veut commencer? De manière très minimale, on peut définir un débat comme un échange entre au moins deux individus, un échange verbal, ça peut passer par l'oral ou par l'écrit, entre au moins deux individus, et dans l'idéal où il y a au moins un point de désaccord. Et après, un bon débat, ça c'est plus compliqué à définir, mais je dirais que ça dépend de vos objectifs. Voilà. Si un débat c'est pour persuader les autres à tout prix, comme un débat présidentiel, un bon débat c'est quand vous avez réussi à montrer en quoi votre opposant ou votre opposante est nul et vous êtes génial. Si l'objectif c'est d'avoir un débat collaboratif, ça va être de co-construire avec autrui. Si votre objectif c'est d'avoir un débat de négociation, ça va être un entre-deux. Voilà, donc on pourra approfondir par la suite, mais c'est surtout aussi, il y a différents types de débats avec différents objectifs dans des contextes différents. Et donc je pense avant tout déjà se poser cette question-là pour définir ce que c'est qu'un débat réussi. Alors, juste avant que tu prennes la main, du coup, moi ce que je voudrais savoir, c'est quand on parle du débat pour éveiller à l'esprit critique, c'est de quel débat on parle? J'imagine qu'on ne parle pas exactement du débat politique. Non. Dans ce cadre-là, du coup, ce qui émerge dans la littérature, c'est en effet un certain type de débat, le débat collaboratif. Donc on entend débat collaboratif par le fait qu'on va partager un but commun et que ce but, on souhaite qu'il soit des visées dites épistémiques. Donc c'est un peu le mot jargonnant pour dire en lien avec des connaissances ou le fait de connaître quelque chose. Donc, par exemple, on va travailler de manière collective, collaborative pour mieux comprendre un texte, pour construire un point de vue commun, ou d'ailleurs pas commun qui ne fait pas consensus, mais au moins y réfléchir collectivement. Et voire, ça peut être aussi un débat coopératif qui est plus contraignant, parce que pour entrer dans cette classification-là, il faut qu'en plus de partager un but commun, on partage les moyens. C'est-à-dire qu'on a besoin des connaissances, des compétences et de la réflexion des autres pour atteindre le but visé, donc ce qui est moins évident. Et donc un débat dit collaboratif est aussi réflexif, dans le sens où on va questionner ses propres représentations et ses propres arguments sur pourquoi est-ce que j'adhère à ça ou pas, et questionner également les arguments et l'adhésion d'autrui. Plus concrètement, factuellement, par rapport aux enfants, pour moi, un débat, c'est déjà une première pratique démocratique. Donc pour un enfant de 8 à 12, 15 ans, c'est vraiment le premier exercice d'une future citoyenneté. Donc ça, c'est important. Et sur des enfants donc petits, qui viennent juste d'apprendre à lire, écrire, compter, qui commencent à s'ouvrir au monde, qui vont commencer à comprendre la complexité du monde qui les entoure, qui sont soumis à plein d'informations, le débat, il va falloir qu'il soit réglé, donc très cadré. Il va falloir des règles. Ça semble évident, mais il va falloir qu'il soit préparé. Et donc, il va falloir que les enfants, sur un débat, ils aient déjà les connaissances nécessaires pour débattre, pour ensuite obéir à des règles, on va dire. Donc, savoir écouter, réussir à comprendre ce que disent les autres, surtout quand ce n'est pas la même opinion qui est développée. Réussir à s'exprimer, à prendre la parole, déjà rien qu'à s'exprimer à l'oral devant ses pairs, c'est pas simple. Donc c'est des basiques, mais voilà, un bon débat, c'est un débat où les enfants vont réussir à respecter les règles, vont comprendre l'objectif du débat et vont comprendre aussi qu'il n'y a pas de gagnant à un débat, c'est un échange et vont réussir à s'exprimer. L'enjeu, ça sera donc d'après arriver à devenir un futur citoyen. Eh bien, je souscris entièrement à ce qui a été dit. Effectivement, pour qu'il y ait un bon débat, il faut des conditions d'échange. Donc ça veut dire qu'il faut une régulation ou un mode opératoire accepté par les différentes personnes, respect des tours de parole, des choses basiques effectivement, attendre que l'autre ait fini, ne pas le couper ou ne pas rentrer dans les attaques personnelles, etc., etc. Donc effectivement, voilà. Après, moi je ne définirais pas la notion de débat telle que ça a été posé. Je poserai des conditions plus exigeantes. En d'autres termes, deux personnes qui vont échanger avec deux idées différentes, il n'y a pas de débat. Et je vais défendre une thèse hérétique. Le débat, c'est à peu près l'équivalent du gorille blanc qu'on recherche dans la forêt.
on en trouve à l'occasion, le gorille albinos, mais ça doit être une fois tous les 10 ans. Je ne crois pas au débat. En tout cas, dans le cadre d'adultes, de la vie normale. Pourquoi ? Parce que quand on a deux personnes constituées sur des positions, sur des convictions, des choses comme ça, et qu'ils vont commencer à discuter, la plupart du temps, ils ne sont pas prêts à revisiter ces conditions, et secondo, ils sont là simplement pour marquer des points dans l'échange avec l'autre, dans le sens non pas de débat, mais de disputation, c'est-à-dire une confrontation d'idées, où en fait, on prend le tiers présent, c'est-à-dire les gens qui observent, qui écoutent, comme en quelque sorte comptabilisateur des points. Donc ce qu'on a vu lors de la présidentielle, ce n'est pas un débat, c'est une disputation au sens médiéval du terme, au sens des pratiques oratoires, des débats d'idées. C'est pour ça que ça peut paraître paradoxal, alors que je suis dans l'animation de Café Philo. Mais si on part sur une notion plus exigeante de débat, c'est pas parce que vous avez deux personnes qui ont des idées différentes, en tout cas en tant qu'adultes formés. Le cas des enfants, effectivement, ce que vous avez présenté, c'est autre chose. Mais la plupart du temps, je dirais non, il n'y aura pas de débat. Et là, je dirais même, il faut faire son deuil qu'il y ait du débat dès qu'on touche à des choses qui reposent sur des positions fortes. En d'autres termes, tant qu'on discute de choses où les gens n'ont pas de position particulière, alors là, oui, on peut changer d'avis, il n'y a aucun problème. Mais dès qu'on a affaire à des éléments convictionnels, c'est-à-dire à des positions convictionnelles, surtout qu'il y a beaucoup de débats qui ne portent pas sur des connaissances, mais des choix de valeurs ou des choix de société. Faut-il légaliser ou pas le mariage gay ? Il n'y a pas de fondement épistémique dans un sens ou dans un autre. C'est un choix de société. Donc, soit vous aurez des gens qui, pour des raisons quelconques, seront pour, seront contre. Alors, on peut évoluer sur ces positions, mais je ne crois pas qu'on puisse, sauf cas très très rares, même évoluer dans le débat. En raison du fait que quand vous êtes dans un débat où vous défendez vos positions et l'autre défend ses positions, en fait, ça oblige à contre-argumenter et donc vous vous renforcez paradoxalement dans vos propres convictions. Testez-le avec des témoins de Jéhovah le dimanche matin, vous le faites venir chez vous, vous leur ouvrez la porte, on prend un café, et essayez de les faire changer d'avis sur la question de l'évolution, ou essayez-vous de changer d'avis pour vous ranger à leurs convictions. On se retrouve dans 1 milliard d'années, et à peu près, on aura... la tasse, elle se sera refroidie, l'entropie sera certaine, mais au point de vue des convictions, je ne suis pas certain que les uns ou les autres aient changé. Parce que quand je dis je ne crois pas au débat, c'est dans ce type de rapport. Si après les gens sont prêts à changer de position et se mettre dans d'autres types de confrontation, ça, c'est une autre histoire. Voilà. Donc c'est pour ça que sur la notion de débat, je distingue le débat formel où vous avez plusieurs personnes qui échangent, qui discutent, pour ensuite rentrer dans quelque chose qui ne soit pas simplement un formalisme dans la pratique, mais ce qu'on pourrait appeler un esprit de débat. Là, il y a des conditions qui sont autres que simplement le formalisme on va dire du respect de la parole de l'autre, ou de pas insulter, pas monter dans les tours, etc., etc. Puisque là, moi, je le définirais comme étant d'abord un état d'esprit dans la rencontre avec l'autre, dans l'accueil de la parole de l'autre, et dans l'acceptation de remettre en cause ses propres convictions. C'est-à-dire que pour moi, la notion de débat, elle commence à partir du moment où moi-même, je pose des conditions que je peux objectiver, c'est-à-dire à quelles conditions je suis prêt à changer d'avis. Et donc si je me rends compte que non, je ne vois pas quel élément vous pourriez m'apporter qui me ferait changer, qu'est-ce que vous pourriez me dire qui me ferait changer là-dessus, on pourra discuter pendant 10 heures, mais on ne sera pas dans... Alors, formellement, on pourra discuter poliment, mais pour moi, ça ne fera pas débat. Chacun défendra ses positions. Merci. Je vous propose qu'on donne une définition, alors peut-être un poil plus courte, de l'esprit critique dans le cadre de cette discussion-là. Quand on parle de l'éducation, de l'éveil à l'esprit critique par le débat, c'est quoi l'esprit critique dans ce contexte ? Moi, je voulais juste quand même apporter quelque chose que je n'ai pas entendu dans la définition depuis ce matin. En fait, on a interviewé avec mes collègues des ados, 12 ados depuis 15 jours, sur c'est quoi l'esprit critique. Et seulement 2 ados de 15 ans, plutôt geeks, savaient ce que c'était. Donc, c'est pour dire que de 10 ans à 15 ans, c'est vraiment très abstrait pour eux. Même quand on leur parle de fake news, pour eux, c'est des fausses informations. Ils ne font même pas le lien entre c'est quoi une fausse information, du vrai, du faux et une fake news. Donc ça c'est important peut-être de se le rappeler.
Et donc l'esprit critique, quand on pose la question, j'ai interviewé une petite de 13 ans qui me disait c'est critiquer quelqu'un, c'est un défaut, c'est pas bien. Donc déjà, ça c'est important de l'avoir en tête quand on veut éduquer à l'esprit critique. Par le débat. Parce qu'en plus, on sortait de la semaine de la presse où cette adolescente avait fait des exposés, était bonne élève, sur c'est quoi l'information, c'est quoi une vraie information, mais elle n'avait pas réalisé qu'en fait, elle était en train d'être éduquée par ses professeurs à l'esprit critique. Donc les enfants n'ont pas toujours conscience ni de ce que c'est, ni d'y être éduqués, même en débattant finalement. Donc c'est ce que je voulais peut-être apporter comme contribution. Après, il me semble que de façon basique, jusqu'à 8 ans, comme je le disais, ils apprennent à lire, écrire, compter. C'est vraiment qu'à partir de 8 ans, où ils commencent à faire un peu plus preuve d'abstraction, et où là, vraiment, en effet, ils peuvent commencer à réfléchir, à regarder les différentes infos qui les entourent, les différentes idées qu'ils ont, les confronter, commencer à pouvoir faire preuve de discernement, aidés par leurs parents, leur entourage, des magazines. Voilà. Mais c'est pour moi l'esprit critique, à cet âge-là, je le définirais comme mettre en perspective différentes idées, différentes informations. Voilà. Oui, du coup, il y a différentes manières de définir l'esprit critique. On peut aborder vraiment la définition d'un point de vue formel, même s'il n'y a pas nécessairement de consensus dans la littérature en sciences de l'éducation. Il y a quand même des éléments qui reviennent. Il y a cette idée d'un jugement ou d'un raisonnement réflexif qui est tourné vers une prise de décision ou le fait de croire. Donc du coup, ça reste à définir qu'est-ce que ça veut dire un jugement et qu'est-ce que ça veut dire réflexif. Un autre moyen de le définir, c'est d'identifier en fait les briques qu'on peut rattacher à l'esprit critique. Et donc là, on peut en fait aussi le définir comme un ensemble de compétences. Là, en l'occurrence, c'est essentiellement voir, en fonction des auteurs, uniquement des compétences argumentatives, mais aussi des attitudes, des valeurs, des vertus. Et moi, je rajoute aussi, c'est quelque chose à prendre avec plus de pincettes, quelque chose qui est apparu depuis 2019, et moi sur lequel j'ai travaillé plus spécifiquement, les représentations qu'on va avoir sur des objets qui sont en lien avec l'esprit critique. Donc par exemple, les représentations que moi j'ai sur par exemple les connaissances, les opinions, le débat. Et donc du coup, plus spécifiquement en lien avec le débat, moi j'ai beaucoup plus travaillé en recherche au lycée. Les objectifs, ils n'étaient pas tant sur le fait d'exprimer de manière claire son point de vue, parce que ça c'est déjà quelque chose qui est bien maîtrisé. C'était même pas tant en fait de leur apprendre qu'est-ce que c'est qu'une justification, parce que les lycéens le font déjà de manière plus ou moins importante. Nous, on a plus travaillé sur la prise en compte d'autrui et comment est-ce que ça nous permet de construire des bonnes réfutations. On a travaillé sur la nuance, donc le fait de sortir d'un espèce de cadre un peu dualiste où on est soit contre, soit pour, et justement d'articles. Donc typiquement une nuance, ça prend la forme d'une thèse, d'un avis ou d'un argument, et après ça s'articule avec des oui mais. Et donc ça vient en fait, on casse ce truc très dualiste de c'est vrai, c'est faux, je suis d'accord, pas d'accord, pour quelque chose de plus intermédiaire. Et nous on travaillait beaucoup plus aussi sur la question des incertitudes. Donc par exemple quand on les faisait débattre sur les OGM, est-ce qu'ils considéraient que tous les OGM, dans tous les cas, c'était nuisible pour tous les insectes, ou est-ce qu'ils étaient capables de, d'une part, nuancer et en fait prendre en compte les incertitudes qui sont relatives aux connaissances techniques et scientifiques qu'on a pour l'intégrer dans leur argumentation. Voilà, c'est un peu le type d'attendu que, en tout cas nous, dans notre projet de recherche à Rennes, on avait vis-à-vis des lycéens. Et voilà, on visait aussi des choses relatives au fait d'être capable d'articuler des arguments scientifiques, techniques, économiques, sociaux, politiques, etc. Au sein d'un même argumentaire. Voilà. Qui est dans la continuité, je trouve, de ce que tu as évoqué. Il y a une trajectoire, je trouve. Alors les adultes, après, Je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus à ça, c'est très bien précisé. Bon, alors je vais botter un petit peu en touche. Je ferai une distinction qui peut, à mon avis, s'appliquer aussi aux enfants, ou en tout cas à partir d'un certain âge. C'est la différence entre l'esprit critique et l'esprit qui critique. Parce que ça participe un petit peu, comme vous l'évoquiez dans les différents témoignages retour de terrain, en fait, et ça participe de l'ambiguïté du mot critique.
dans l'emploi courant, l'emploi commun. Effectivement, souvent, et même dans les formations qu'on peut faire, on apporte, il faut savoir que des formations à l'esprit critique ou à la capacité d'analyse argumentaire, depuis qu'il y a des formations intellectuelles, on ne va pas remonter à la rhétorique dans l'Antiquité, mais bon, ça, comment dire, voilà, ça existe. Bon, mais la plupart du temps, c'est fait pour examiner un discours, un argumentaire, un logos, qui est finalement un registre d'extériorité. C'est-à-dire qu'on va l'appliquer à ce que dit quelqu'un. La presse, une information venant de ceci, un homme politique, le professeur. Ça commence à devenir emmerdant dans ce moment-là. Voilà. Donc, je dirais que quelque part, franchement, faut arrêter de se gargariser là-dessus, mais faire preuve d'esprit qui critique à l'égard de ce que disent les autres, ça, on sait faire. On sait tous faire, on est des champions. Et là, il n'y a même pas forcément besoin de formation. Comment dire, ça commence dans les cours de récré, ça commence là-dessus, pour trouver de quoi casser ce que dit quelqu'un, s'opposer, oh, t'as vu, etc., etc. Ça, cet esprit qui critique, avec tout ce que ça veut dire de subjectivité, de mauvaise foi, mais parfois de talent argumentaire, comment dire, là-dessus, j'ai envie de dire, ça, nous sommes des champions, d'autant plus quand les gens disent des choses qui ne nous plaisent pas, alors là, on trouvera tout ce qu'il faut pour invalider leur argumentaire. Donc cette forme d'esprit qui critique, elle est omniprésente dans les fonctionnements humains, dans les rapports humains, et c'est ça tout le paradoxe. Quand on fait des formations intellectuelles pour, par exemple, apprendre à décrypter un discours, voilà quelque chose, vous donnez aussi de quoi être utilisé par les gens dans cet esprit qui critique. C'est pour ça que quand vous prenez disons tout ce qu'on peut faire sur l'étude des biais cognitifs, mais vous leur donnez aussi des arguments pour, en quelque sorte, vous les renvoyer aux besoins dans d'autres sens. Donc ça, c'est toute l'ambiguïté de l'esprit qui critique. Et donc former, d'une manière ou d'une autre, à des outils intellectuels capables de porter une analyse critique sur les argumentaires, ne veut pas dire qu'on va l'utiliser pour de l'esprit critique automatiquement, parce qu'en fait, cette distinction que je faisais entre l'esprit qui critique et l'esprit critique, c'est que donc l'esprit critique, c'est une critique externe sur ce que dit quelqu'un d'autre, tandis que pour moi, je dirais que l'esprit critique, il commence d'abord quand on commence à l'appliquer à ses propres idées. Moi, je me rappelle de mes études, le petit sport avec les collègues, quand on s'emmerdait dans les cours, c'était qu'est-ce qu'on peut trouver comme truc à critiquer sur ce que dit le prof. C'était le sport national, comment dire, au Mirail, pour ceux qui connaissent, ils comprendront la référence. Voilà. Donc, et finalement, peut-être qu'on s'est formé intellectuellement dans cet art, comment dire, de l'esprit qui critique, de l'attaque partisane, joyeusement subjective, avec une conclusion déjà préétablie, et ensuite on cherche à le justifier pseudo-rationnellement. Voilà, donc on a compris que c'est pas l'esprit qui critique qu'on cherchait à éduquer, ça c'est important. Voilà. Moi j'aimerais que Malicia, peut-être toi tu as développé un certain nombre de kits et tu fais des activités sur les 8-12 ans, est-ce que tu peux nous en parler, l'approche, enfin, voilà, nous dire ce que c'est et en parler plus longuement, les résultats que tu obtiens? Je dirais qu'en travaillant sur des magazines d'actualité pour les enfants, donc pour les 8-12 ans, il faut trouver le mot juste, arriver à mettre en contexte, leur expliquer toute l'actualité sans être trop négatif, mais sans être angélique non plus. Ça, c'est hyper important, il ne faut pas leur mentir, il faut traiter de tout. Et il y a vraiment eu un tournant lors des attentats contre Charlie Hebdo, et puis maintenant la guerre en Ukraine, et puis le réchauffement climatique, etc. etc. Et puis l'attentat contre Samuel Paty. Donc on est dans ce contexte-là, avec des enfants voilà, assez jeunes. Et donc, moi, je me suis dit comment... on a beaucoup de questions d'enfants, j'en reçois 300 par semaine. Donc ça, c'est des questions basiques. Hier, j'ai reçu c'est quoi les Illuminati, ce matin, c'est où la Nouvelle-Calédonie, mais il y a 15 jours, à quoi ça sert de débattre. Donc j'ai pensé à vous. Mais en gros, ils sont insatiables dans les questions, il faut y répondre, mais sans être dogmatique, sans être descendant. C'est pareil pour les profs, mais c'est pareil aussi pour nous, journalistes. Et donc, comment les faire participer? Et ils me posent beaucoup de questions sur qu'est-ce que je peux faire pour la guerre en Ukraine? Qu'est-ce que je peux faire voilà, par rapport aux attentats, en fait, finalement, tout simplement. Et pourquoi l'homme est-il violent? Donc, quand j'entends tout ça, je me dis on est un peu limité avec la transmission d'informations. D'autant qu'en plus, il y a une grosse défiance de la part de certains parents par rapport aux médias. Donc, comment faire?
Et c'est vrai qu'à cette époque-là, ce qui m'avait marqué, c'était que Pierre Kahn travaillait sur l'enseignement moral et civique à l'école. C'est un professeur, pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas, d'université, sciences de l'éducation à Caen. Et donc, il avait dit quelque chose qui était, pour que les enfants adhèrent aux valeurs de la République, il faut leur en montrer l'utilité, notamment par rapport à des discussions philosophiques, à des débats. Et donc, je me suis dit, tiens, comment les mettre à l'action à distance par rapport à cette actualité, qu'ils se sentent moins impuissants peut-être, qu'ils puissent agir. Comment les mettre à l'action par rapport au savoir. C'est pour ça qu'avec une conseillère pédagogique, on a créé, je ne vais pas m'étaler dessus, une mallette pédagogique sur comment débattre sur l'actualité en classe, à partir de petites vidéos qu'on fait d'1 minute 30, on répond à leurs questions. Et donc, l'idée, c'est, on avait pris la question, par exemple, de pourquoi l'homme est-il violent. À l'époque, c'était suite aux attentats. Et donc, on avait commencé par on a fait une séquence pédagogique où on leur diffuse une vidéo, où on y répond en 1 minute 30. Les élèves répondent à des questions, un QCM sur des contenus de savoir, etc. Donc, on essaye de fixer les prérequis déjà. Et ensuite, on les divise en 4 groupes et on a fait 4 personnages qui leur parlent émotionnellement, mais aussi qui sont dans leur actualité à eux. On a conçu 4 personnages, on va leur faire jouer un jeu de rôle. Ça marche bien sur les 8-12 ans, les ados. Et donc, les personnages, pour que ça soit plus concret pour vous, il y avait un élève qui était harcelé, donc ça, c'est concret, et qui témoignait de ça. On avait un enfant qui était victime de la violence de la guerre en Syrie. On avait le rôle d'un personnage qui, lui, s'est inscrit en tant que médiateur entre ses pairs. Donc, ça existe encore aujourd'hui. Les enfants peuvent s'inscrire à faire de la médiatisation pour instaurer un meilleur climat scolaire dans leur classe et du vivre ensemble. Voilà. Un peu de disputatio entre élèves. Et on avait aussi un adulte qui écrivait sur la non-violence dans une revue trimestrielle. Et donc, chaque enfant devait s'approprier un personnage et ensuite écrire des arguments pour expliquer pourquoi l'homme est-il violent à partir de ces personnages-là. Donc ça, c'est assez difficile à faire. Donc ça doit être médiatisé, accompagné par un adulte, et en l'occurrence l'enseignant. Et ensuite, si les enfants n'arrivent pas à trouver des arguments, chaque groupe doit écrire 4 arguments. S'ils n'y arrivent pas, on a des cartes joker où on leur livre des arguments. Et après, tout l'enjeu, c'est qu'ils arrivent, donc l'enseignant joue aux journalistes, entre guillemets, à distribuer la parole. Et donc, tout l'enjeu, c'est qu'ils arrivent à donner un argument et que l'autre groupe rebondisse avec le bon argument, parce qu'en fait, il faut vraiment que les arguments se répondent, ce qui n'est pas simple. Voilà, en gros, le système, on peut l'utiliser sur énormément de sujets. Et j'étais contente, puisque ça n'était pas mon métier, de voir qu'en fait, à partir de sujets d'actualité, comme est-ce que le rose, c'est que pour les filles, là, on est beaucoup dans les stéréotypes de genre, dans tout ça, en fait, ça marche. Donc, ça, c'était bien. Moi, je n'ai pas de compétences didactiques ou de recherche là-dessus. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les enfants, après, s'auto-évaluent. Donc, sur la forme, est-ce que j'ai pris la parole? Est-ce que j'ai appris des choses? Est-ce que j'ai réussi à faire un argument? Mais aussi, donc là, on est dans un débat différent de la disputatio, mais est-ce que j'ai découvert un nouvel... est-ce que j'ai changé d'opinion? Voilà. Et du coup, dans les résultats, vous voyez vraiment quelque chose de positif? Écoutez, moi, ce que je vois, ce que je trouve bien, c'est que j'ai tendance à dire que ces débats sont civilisateurs. C'est-à-dire que je trouve que ça apprend aux enfants. Des fois, les profs me disent, il n'y a pas un bon climat dans cette classe, il y a un élève qui est harcelé, etc. Ils n'ont pas forcément de matériel. Et donc là, ça permet, de façon apaisée et réglée, de faire se confronter des opinions différentes. Et de réfléchir ensemble. Alors ça dépend des formes de débat, si c'est polémique, si c'est réflexif, etc. Il n'y a pas toujours de consensus et ce n'est pas l'objectif à la fin. Mais au moins, ça c'est aussi pas mal utilisé en REP, les élèves ont réussi à discuter en fait ensemble, à distance, avec des personnages qui ne sont pas eux. Et ça c'était très important par rapport à tout l'obscurantisme, la radicalisation qu'on a pu connaître, où des enfants, je suis Charlie, je ne suis pas Charlie.
ont pu discuter de sujets sensibles dans un cadre posé, sans dire, voilà, mon parent m'a dit que, et moi je pense que, etc. Jouer le rôle d'un enfant syrien, de se décentrer et du coup arriver à parler. Ça, c'était important pour moi, par rapport à l'actualité chaude qu'on peut connaître parfois. Ok. C'est la mallette, comment débattre en classe sur l'actualité. Moi, il y a une question que je voudrais du coup qu'il faudra peut-être probablement plus rebondir. On a vu que le débat pouvait être un outil pour éduquer à l'esprit critique. Maintenant, en tout cas le bon, est-ce qu'une forme de débat probablement moins bonne peut éloigner les gens et les enfants de l'esprit critique? Alors, je vais tout de suite balancer un truc auquel je pense. Le traitement de la science par les médias, en particulier pendant le Covid, où on met pied à pied un consensus scientifique représenté par un scientifique sérieux, et en face, probablement un scientifique aussi, mais qui est plus dans une star de télé-réalité, et on te dit que les deux débattent, entre guillemets, alors que quelque part, il y a d'un côté quelque chose de solide, puis de l'autre du vent. Voilà. Donc je vais vous faire réagir là-dessus. Est-ce qu'en revoyant ce genre de débat pourri, ça peut éloigner, je le dis comme je le pense, mais ça peut éloigner les enfants et les spectateurs d'une forme de pensée critique? Bon, alors, je pense que oui, parce que ça... Alors, c'est aussi comment ils vont le percevoir, donc il n'y a pas forcément de réponse unique. Par contre, dans le cas que tu as bien rappelé, là, clairement, vous êtes dans ce qui est un pseudo-débat, puisqu'en réalité, c'est là uniquement, et comment dire, l'objectif est de faire du clash. Voilà, donc clairement, là, il n'y a même pas... C'est l'antithèse d'un débat, puisque les différentes personnes qui viennent, encore plus quand vous avez les Raoultiens de service, si je puis dire, bon, ils ne sont absolument pas là pour débattre, sans même parler de la manipulation où on met à égalité le climato-sceptique et un scientifique, comme s'ils étaient représentants à égalité de deux communautés quantitativement égales, avec des choses comme ça. Donc là, voilà, donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, alors pour les enfants, je ne pourrais pas dire autre chose qu'un vague. Il me semble qu'effectivement, ça peut pas forcément être très bon pour la formation à l'esprit critique, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour les adultes, c'est désastreux. C'est pour les adultes, parce que l'idée qu'ils vont se faire de la science et de la pseudo-science qu'on leur présente comme étant de la science, là c'est désastreux. Donc pour les enfants, je ne sais pas, mais alors pour les adultes, on a eu 2 ans d'exercice pratique au quotidien, et ça continue sur certaines chaînes, on passe à une autre crise, c'est pareil. Donc pour les enfants, je ne sais pas, mais alors pour les adultes, voilà. C'est une bonne question, c'est vrai, parce que du coup, c'est pour ça que je suis payé si cher. Si tu crois. Par le débat, les situations pathologiques, qu'est-ce qui permet d'autant plus d'identifier les trucs qu'il ne faut pas faire et faire l'inverse alors c'est rigolo parce que du coup, je réfléchissais au fait que pour vous, c'était pas un débat. Et en fait, par rapport à ce qu'on mobilise en recherche en sciences de l'éduc, c'est rigolo parce qu'on retombe sur le même truc. C'est juste que moi, je veux considérer que oui, c'est un débat, mais par contre, dans le type d'intervention et l'articulation entre les interventions, en fait, si on n'a pas que c'est juste un espèce de millefeuille où il n'y a pas de lien entre les deux, c'est du oui, non, etc. On appelle ça disputatif aussi. Donc en fait, on se rejoint. Et c'est vrai que du coup, moi, le premier truc qui me venait en tête aussi, c'est ça. C'est que plus spécifiquement, que ce soit auprès des adultes ou des enfants, on peut se dire qu'en fait, donc là, on n'est plus en train de participer à un débat, mais on est en train d'observer un débat et voir potentiellement même en fait d'évaluer un débat ou des arguments. Et donc là, je trouve qu'il y a un concept qui peut nous aider à comprendre un peu l'impact que ça peut avoir. C'est en termes de normes, donc compris comme les représentations qu'on a du débat et les pratiques qu'on va avoir, qu'on observe. Et je trouve que du coup, ce type de débat qu'on observe à la télévision, etc., ça véhicule, ça favorise le développement de certaines normes par mimétisme, par acclimatation, par le fait qu'il y a un bain culturel dans lequel on est immergé, qui en effet n'est pas très favorable. Et au-delà, ça dépasse même la question de comment on va débattre, mais aussi de la représentation qu'on va avoir des thématiques qui sont en jeu. Et par exemple, c'est un truc qui était ultra frappant pendant le Covid, c'est qu'en fait, on a eu l'impression que les citoyens découvraient que des scientifiques pouvaient ne pas être d'accord.
Et ça avait l'air de beaucoup étonner les gens. Et moi, ça m'a étonné que ça étonne les gens. Et sauf qu'en fait, c'est aussi cohérent par rapport aux représentations qu'on peut retrouver au sein de la population sur le fait que des connaissances, les chercheurs, ils cherchent des connaissances, ils les découvrent. Donc ça gomme un peu ce travail de construction des connaissances scientifiques. Et c'est vrai que c'est peu explicité, je trouve, dans les médias, qu'il y a aussi une des colonnes vertébrales du processus de construction des connaissances scientifiques, c'est en fait la déstabilisation de ces connaissances. En fait, le consensus, il est quasiment jamais existant ou parfait, et on fonctionne plus sur des désaccords ou des déstabilisations de ce consensus. Et ça, en fait, on le met jamais en avant, que c'est quelque chose de normal, de bénéfique, et qu'on peut en faire quelque chose de délétère, mais c'est comment on va se saisir en fait de ces désaccords, justement par l'argumentation, par l'évaluation entre les pairs, etc. Donc voilà, oui, je trouve que, juste pour synthétiser, oui, je trouve que ça a un impact très délétère, tant sur sur ces normes argumentatives que sur les normes épistémiques, représentation des sciences qu'on peut avoir. Merci. Bon, en même temps, c'était une question un tout petit peu orientée. Mais en fait, une idée m'est venue en vous écoutant. C'est vrai que nous, en presse jeunesse, on fait attention à donner des modèles inspirants. De femmes inspirantes pour les filles qui n'ont pas confiance en elles, des modèles, mais accessibles et réalistes, de gens qui ont échoué, qui ont après réussi, des parcours un peu atypiques qui vont leur donner l'envie de grandir dans ce monde qui n'est pas toujours facile à aborder pour eux, qui est très complexe. Et c'est vrai que on voit même dans ce qu'ils nous écrivent qu'ils attendent beaucoup des adultes. Ils ne comprennent pas pourquoi on tue des animaux. Voilà, je travaille sur un magazine qui s'appelle Wapiti. Pourquoi en fait? Oui. Pourquoi l'homme est-il violent? C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Pourquoi les filles et garçons ne sont pas égaux? Enfin, en tout cas, c'est pas ce qu'ils voient. Donc ça, ces questions-là, c'est sûr que quand ils voient, j'ai pas encore reçu de questions là-dessus, mais ça m'aurait intéressé de voir leur ressenti sur le débat qui a eu lieu mercredi, s'ils l'ont regardé un peu en famille, peut-être pas, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Voilà, quel exemple ça donne des adultes? Les adultes ne sont pas infaillibles, ça on leur dit, mais en effet, je n'ai pas l'impression que ça puisse leur donner, avec tout ce qu'on attend d'eux à l'école, je vous disais des débats hyper réglés, etc. Je me dis qu'un enfant qui a fait « Pourquoi l'homme est-il violent ?» ou « À quoi ça sert la politique ?» et qui après voit ce débat-là, qu'est-ce qu'il pense? Donc voilà, ça me questionne. Je pense qu'en effet, il me semble que ça n'est pas très positif, mais c'est un point de vue subjectif. Merci. Ce que je vous propose, c'est de prendre un certain nombre de questions, si vous en avez. Alors, bon, pour ceux qui étaient déjà là, je suis désolé, je vais refaire le truc. Fil, câble, court, portée. Voilà, je le fais. Vous pouvez venir prendre les questions ici. Bonjour, merci. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire par rapport aux enfants, est-ce que l'idée qu'ils pouvaient avoir du débat télévisé, notamment qu'il y avait eu mercredi, je me posais véritablement la question dernièrement de savoir si les enfants pouvaient penser différemment de leurs parents, surtout pour ce qui est de la politique, s'ils arrivent à avoir vraiment un regard critique, surtout à cet âge-là. Parce que, je prends mon exemple personnel, j'ai très longtemps porté les idées de mes parents pour ce qui est de la politique, et c'est que récemment que j'ai réussi, enfin récemment, on va dire 10 ans, que j'ai réussi véritablement à me forger ma propre idée. Ouais, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. On vient de faire une étude qui montre que quand même l'influence de l'éducation des parents, notamment par rapport aux théories des complots, donc on peut peut-être y mettre aussi la politique, en fait est primordiale. En un, c'est donc pour 85% des enfants, ils sont influencés par leur environnement familial, et aussi après en deux par les copains. Et en 3, donc là je vous parle d'enfants de 8 à 15 ans, oui. Et après par l'école. Donc, alors sur les ados, alors justement j'allais y venir, il y a une distinction à partir de 12 ans, de 12 à 15 ans. C'est vrai que les réseaux sociaux deviennent vraiment influencent beaucoup plus les enfants. Oui. Mais cela dit, ça c'est leur jardin secret. C'est pas ils vont pas regarder des youtubeurs qui parlent de politique en fait à cet âge-là, même s'il y en a qui le font. Mais ça c'est plutôt des lycéens, on va dire.
Là, c'est plutôt, ils vont regarder des youtubeurs pour rire en fait, ou apprendre, faire du loisir créatif, ou apprendre des choses. Donc, j'ai l'impression, enfin nous, dans les courriers qu'on reçoit, que quand même, avant l'adolescence, et quand je dirais adolescence plutôt lycée, ils sont encore dans la conformité des modèles parentaux. Et puis, c'est vrai que vers 13-14 ans, bon, ça c'est de la psychologie de l'enfant, hein, il commence à s'opposer, à se poser des questions. Il y a une certaine dissonance cognitive qui peut s'installer. Mais avant, même s'il y a une dissonance, il y a une souffrance très... il y a une souffrance des enfants, par exemple, dans certaines familles qui n'entendent pas la même chose à la maison et à l'école, et qui vont pas forcément lever la main pour dire « Ah ben non, moi mon père il m'a dit que la terre était plate ». Ils vont en souffrir, mais ils vont le garder pour eux. Ils vont pas forcément se rebeller. En tout cas, moi, dans les enfants que je côtoie et dont j'ai pu avoir des témoignages. Oui, ok, merci. Donc, je pense que c'est l'adolescence. Donc, C'est ça, correct. je ne sais pas si j'ai répondu. Peut-être que mes collègues veulent répondre. Je poserai une question sur la question. Ça va peut-être dépendre de quelle est la nature de la relation entre l'enfant concerné et les parents. Parce que d'autant plus la famille est aimante, d'autant plus elle est eufonctionnelle, d'autant plus il lui sera difficile de remettre en cause cette reproduction culturelle et sociologique et ce formatage intellectuel. Tandis que si la famille, bon, grosso modo, le père ou la mère voilà, est dysfonctionnel, il y a un conflit, oui, il y a à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile à remettre en cause la parole de ces adultes-là, c'est-à-dire ceux de la famille, quand justement ils sont maltraitants ou ils sont acteurs de violence identifiés à ce moment-là par l'enfant, ce qui déjà demande quelque chose là-dessus. Ça aide considérablement à désacraliser la parole des parents et éventuellement remettre en cause ça, alors que quand vous avez des parents qui aiment leurs enfants, ils s'en occupent bien, ils les envoient bien au catéchisme avec beaucoup de madeleines pour leur faire plaisir, de beaux cadeaux, et donc dès 5 ans, ils les envoient chez monsieur le prêtre ou donc à l'école talmudique, à l'école rabbinique, à l'école bouddhiste, etc., etc. Là, ça va devenir difficile parce que non seulement il y aura tout ce que peut être ce que vous avez évoqué, mais en plus, comme c'est transmis avec amour, avec confiance, on se sent en sécurité, etc., etc., là, il va falloir espérer un miracle. Mais c'est peut-être une connerie ce que je dis là. C'est vrai, je précise que moi, dans les courriers que je reçois, c'est des enfants qui sont, je pense, dans des familles plutôt non dysfonctionnelles. Et après, aussi, quand même, on a pas mal de formations avec des psychologues pour bien connaître les différents âges des enfants. Malgré tout, dans des familles dysfonctionnelles, une psychologue qui nous a formés nous disait que l'enfant est quand même dans le déni très longtemps. C'est vraiment un travail quand même à l'âge adulte de s'opposer, de se rendre compte que la famille est dysfonctionnelle, me semble-t-il. Voilà. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que j'ai tort quand je dis à ma fille qui a 12 ans et que j'essaie d'un petit peu éveiller à l'esprit critique, de lui dire que la base, enfin le fondement de ça, c'est peut-être la culture générale, donc la curiosité. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une corrélation, c'est plus orienté vers les enfants, est-ce qu'il y a une corrélation entre le milieu social des enfants, est-ce que vous avez constaté ça entre le milieu social d'origine des enfants et leur appétence à l'esprit critique? Sur la première question, la curiosité, c'est vrai que nous, on travaille énormément sur ce mot de curiosité. On ne dit pas l'esprit critique. Même, on a lancé un magazine il y a 3 ans sur les sciences. On avait constaté que la science, ça fait peur aux profs, enfin, qui ne sont pas profs de sciences. Ça fait peur aux parents. Ça fait peur aussi aux mamans, qui sont souvent celles qui abonnent les enfants. C'est très genré au magazine. Et donc, le mot curiosité, en se disant les enfants sont curieux depuis leur plus jeune âge, nous a semblé un bon biais, si je peux employer ce mot, pour parler de science. Curionote des sciences, curiosité des sciences. Donc la curiosité, oui, lui parler de curiosité à 360 degrés sur tout ce qui entoure, c'est vraiment ce qu'on travaille, en tout cas nous, en accompagnement éducatif avec les enfants. Après, peut-être que Kevin, toi, tu as travaillé sur différentes CSP. Nous, c'est vrai que chez Milan, actuellement, on constate qu'on a plutôt des
CSP, cadre moyen, de gens, en tout cas dans les parents, dans les familles qu'on a pu interroger pour nos différents magazines. À chaque fois qu'on lance un magazine, on fait ça pour être au plus près des gens. C'est des gens, même s'ils n'ont pas forcément une catégorie socio-professionnelle très importante, mais qui ont à cœur d'éduquer leurs enfants, qui ont l'éducation en ligne de mire, qui veulent les faire grandir dans un monde meilleur, qui veulent surtout leur offrir le meilleur et de l'éducation. Et ça passe par l'éducation. Donc, je n'ai pas de témoignage à vous donner. Ça serait surfait de l'influence du milieu social sur l'esprit critique. Par rapport à votre première question, alors, je pense que ça dépend comment on entend culture G, mais en tout cas, curiosité, ça fait partie des dispositions, des attitudes qui sont relatives à l'esprit critique, comme la volonté de s'informer, la propension à changer d'avis. Et je lien toutefois avec culture G. C'est difficile de déployer son esprit critique sur une thématique dont on ne connaît rien. Donc il y a l'enjeu des connaissances. Et je pense qu'après, voilà, moi je ne connais pas de travaux vis-à-vis de l'éducation à la maison. Mais je dirais qu'en tout cas, moi ce que je recommande aux enseignants, je pense qu'il y a un parallèle à faire à la maison, même si c'est pas la même chose. C'est en fait de faire preuve d'exemplarité vis-à-vis de ça. Parce qu'il y a toujours cette question de normes. Et donc on recommande nous, aux enseignants d'avoir des pratiques où par mimétisme, on veut le transmettre aux élèves. Je pense que c'est plus difficile à tenir au quotidien à la maison, mais dans l'idée. Et sur votre seconde question, oui, voilà. Alors moi, pareil, je ne connais pas de travaux à ma connaissance, il n'y en a pas. Toutefois, dans les observations qu'on a eues dans le projet de recherche, la AREN, on a observé que dans les débats qu'on a pu avoir, là c'était au lycée, dans un lycée où, pour vraiment grossir le trait, les parents des lycéens qui sont médecins, avocats, etc. Il y avait des bons débats, mais il y avait peu de désaccords, il y avait peu de réfutation, il n'y avait pas besoin de nuancer. Il y avait beaucoup de co-construction et en fait ce que ça relevait c'est que les élèves avaient tous en gros le même avis. Quand on allait dans un lycée que je ne citerai pas ou qui est beaucoup plus populaire, où il y a les fenêtres de cassé, etc., c'était plus difficile de les mettre au débat parce qu'il y avait plus d'agitation dans la classe. Par contre, il y avait aussi des débats super intéressants, très riches, où il y avait beaucoup plus de réfutation, il y avait beaucoup plus de nuances. Au final, il y avait un éventail d'arguments vachement plus riche parce qu'il y avait beaucoup plus de diversité dans les points de vue qu'ils avaient. Et il y a un autre truc qui reste à confirmer, c'est une étude qui date des années 80 sur la différence entre hommes et femmes, où dans le débat, en fait, les femmes vont être plus dans des processus dits interpersonnels, donc être plus dans l'écoute des autres et construire leurs interventions, leurs arguments au regard de ce que les autres disent, où le but, c'est pas nécessairement de gagner le débat, mais plus de discuter avec les autres, alors que les garçons sont plus dans des échanges intra-individuels, où c'est la bagarre. Donc c'est un truc qui date des années 80, il faudrait les répliquer, mais voilà, c'est un peu les observations études que moi je connais sur cette question-là. Excusez-moi, je me suis souvenu qu'en fait, si j'ai animé des débats en REP, ça ne m'était pas venu sur le moment. Et en effet, en fait, la différence finalement, c'est que les exemples ne sont pas les mêmes. Les youtubeurs ou même même l'alimentation, enfin tous les exemples qui sont pris, c'est pas les mêmes référentiels. Par contre, j'ai trouvé les débats plus vifs, mais aussi plus concrets, plus appuyés. Sur des 8-12 ans en REP, en fait, c'est plus vivant. Mais à chaque fois, comme c'est très cadré, de toute façon, on en sort un peu toujours les mêmes choses. Ouais, je propose que la question qui vienne sur la dernière, à moins qu'il y ait la question qui va sauver le match de la journée après. Après, on est là cet après-midi, on reste disponible, bien sûr. Ouais. Donc, une dernière question. Merci. Oui, c'était simplement sur un point de détail. Vous avez évoqué la disputatio. Le seul exemple moderne que j'en connais, c'est ce qui a été mené par le Cortex. J'ai pas l'impression de retrouver exactement la même définition. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par disputatio ?
Alors, la question, je pense, pour moi. Alors, le terme disputatio, c'est un très vieux terme qui désignait les pratiques universitaires depuis la constitution des universités. Donc, c'est du latin, disputatio, dispute. Alors, le cortex, je ne sais pas comment lui, il le définit, mais disons que, grosso modo, depuis le XIIe siècle, dans le cadre de toutes les pratiques universitaires de toutes les universités, depuis Bologne, la Sorbonne, Cambridge ou Oxford, ce qu'on appelle une disputatio, c'est quand vous avez deux personnes qui viennent défendre chacun une thèse, et se fait le champion d'une thèse devant une communauté de spectateurs qui, grosso modo, vont ensuite donner un verdict. C'est au sens Rocky contre, comment dire, je ne sais plus comment il s'appelle, Apollo Creed, voilà, c'est lui qui a gagné ou c'est l'autre. Donc une disputatio, c'est un exercice formel où une personne était désignée dans une joute oratoire pour défendre une idée. Alors parfois d'ailleurs, ce n'était pas forcément la thèse de la personne, ça pouvait se faire dans un tirage au sort, mais classiquement, c'est ce que vous avez vu lors du débat entre guillemets présidentiel, deuxième tour. C'est pas un débat, c'est une disputatio. Et en fait, c'est un combat. Il s'agit de tuer l'autre argumentairement, donc ça c'est la version vie réelle et pas exercice pratique, allez on tire au sort qui va défendre une idée, parce que moi je fais aussi des ateliers où les gens qui viennent défendre une idée, c'est pas forcément leur idée, on fait des tirages au sort là-dessus, mais ça c'est le quotidien de... Alors pour les enfants, je ne sais pas, mais en tout cas pour les adultes, où on est dans, dès que vous avez deux intellectuels, dès que vous avez deux philosophes, l'esprit critique et la philosophie, c'est un oxymore. Il faut remettre en cause là un mythe de la philosophie. La philosophie n'a jamais favorisé l'esprit critique. S'il y a bien des gens qui sont enlisés dans l'antithèse de l'esprit critique, c'est d'habitude la philosophie. Tous les dialogues de Platon dans l'Antiquité, c'est du foutage de gueule, c'est de la littérature, c'est de la fiction, ça n'a jamais existé. C'est pour ça que vous mettez trois philosophes autour d'une table, ils ne seront jamais d'accord. De toute façon, si la plupart du temps il y avait vraiment un esprit critique, 90% des thèses philosophiques seraient intenables. Donc heureusement que ce qui fait ce qui sauve la diversité philosophique dans beaucoup de cas, c'est que justement il n'y a pas d'esprit critique de la part des philosophes concernés. Ils font leur petite œuvre de leur côté, ils développent leur théorie, etc., etc. Et ensuite, lorsque vous avez Husserl qui va rencontrer Heidegger, chacun défend ses positions. Lorsque Sartre va rencontrer machin truc muche, ça va défendre ses positions, voilà. Alors, ça arrive que de temps en temps, il y a des choses un peu plus constructives. Mais là, je suis un petit peu ironique pour la philosophie dont je dirais, là, je me fais le porte-voix, mais de manière très critique, parce que la philosophie vit la plupart du temps sur le mythe de l'esprit critique. Vous faites 5 ans, vous faites un doctorat en philosophie, vous n'avez jamais travaillé l'esprit critique. Vous avez travaillé la connaissance de Tartampion, vous avez travaillé la connaissance des thèses de machin truc muche, mais vous pouvez savoir faire un doctorat sur le doute chez Descartes, mais on ne vous demande pas de douter. De toute façon, si on vous demandait de douter, vous ne feriez pas le parcours qu'on vous demande à l'université. Donc clairement, là même, il y a une sorte, comment dire, de rappel, une bonne petite piqûre d'esprit critique à l'égard de sa propre pratique. Pour qu'on soit vraiment dans l'esprit critique en philosophie, parfois ça devient même d'autant plus difficile qu'on vient de la philosophie. Parce que justement, on n'est pas du tout, depuis quand la plupart des philosophes, à 99% des cas, s'appuient sur des connaissances objectives. Bon, voilà, j'ai envie de rentrer dans le détail là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a des fois, quand certaines personnes sympathiquement disent bon, on va former à l'esprit critique, etc., en utilisant la philosophie, c'est là où je me dis putain, il va y avoir du boulot. Voilà, parce qu'il va falloir déconstruire des images même sur la philosophie. Voilà. Bon, c'est un peu une attaque ironique à charge. Je laisse à votre esprit sapere aude, pensez par vous-même, de nuancer et de modérer mes paroles. Mais je vous invite quand même à vous en souvenir la prochaine fois que vous aurez Onfray qui passera sur un plateau télé en face de lui quand il aura... BHL. Par rapport à juste à la philosophie, comme j'ai fait des études de philo, moi je dirais que ce que ça m'a appris dans ma pratique de journaliste aujourd'hui, c'est à regarder le monde avec des yeux d'enfant. Et ça, j'avais retenu cette notion de Thomas Zein, de curiosité, et ça, c'est super chouette à faire, et c'est hyper important, retrouver l'enfant qui est en soi pour pouvoir parler aux enfants, aux générations de demain, et aborder les choses de façon peut-être différente. Sur votre question sur le
Disputatio. Ok. Non, j'ai vraiment l'impression qu'on reprend. Enfin, c'est ce terme, mais ça, on ne va pas nécessairement à ça. En tout cas, en recherche en sciences du langage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va caractériser en fait le but a priori du débat. Et après, il y a une analyse vraiment en termes des interactions, des liens entre les interventions. Et on a un truc qui s'appelle le disputatif, où c'est vraiment c'est ça, le clash. On a un autre niveau où c'est le cumulatif. Donc il y a en fait un dialogue qui s'instaure, mais il y a des liens entre les interventions qui est vraiment très mince, voire inexistant, mais on sort quand même d'un truc de dispute. Et après, on a le truc dit exploratoire, où on a un lien, un filage entre les différentes interventions. Concernant la philosophie, alors après, sûrement, oui. En tout cas, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'on a fait pas mal de débats dans les classes de philo avec notre dispositif à Rennes là, pour le débat. Et ça fonctionnait super bien. Alors après, il est vrai que les élèves débattaient à partir de connaissances du programme en philosophie, mais c'était sur des questions socio-scientifiques, notamment on avait fait sur la question de l'eugénisme. Et surtout, je pense qu'il y a un truc super important que pour moi il faut retenir, c'est que l'esprit critique, ok, on a décrit ce que c'était, mais on a décrit le débat, mais quand on passe sur le volet éducatif, éducation nationale, c'est aussi une question de pédagogie. Et même sur de la philosophie ou pour des questions de normes, de discipline, on peut avoir ce truc très en fait débat collaboratif. Ça n'existe pas. L'esprit critique, on peut considérer que ça n'existe pas en philo. Quand on passe sur le volet éducatif, ben si on peut en faire, on peut vraiment trouver des dispositifs, super. Et il y en a un qui fonctionne super bien, dont on n'a pas parlé, c'est justement les ateliers philo, et qui se base sur cette pratique-là et qui fonctionne mais vraiment super bien, et qui est vraiment très bien documenté dans la littérature. Et juste peut-être avant qu'on aille manger, si ça vous intéresse, il y a 2 dispositifs qui existent sur Internet sous forme de jeux de société. Il y en a un qui s'appelle Jeux Discute, justement, qui a été élaboré sur la base des ateliers philo par une prof de philo. Donc ces Jeux Discute, ça se trouve sur Internet. Je crois que son jeu, il vaut 15-20 balles. Il est vraiment chouette. Moi, j'utilise pour les ateliers de formation et avec les scolaires. Et il y en a un autre qui est gratuit avec un format numérique, qui est Expédition Sagesse, et qui est en ligne sur le site de Efficience. Voilà, c'est juste si ça vous intéresse d'avoir 2 dispositifs, l'un qui est gratuit, l'autre qui est payant, mais les 2 sont vraiment super intéressants pour éducation à l'esprit critique par la porte d'entrée média pas du tout, débat, avec les scolaires et les moins jeunes. Ok, merci. Bon, j'ajouterais qu'en termes modernes, disputatio, ça se dit Twitter. Hein. Merci à tous les 3, c'est très intéressant. Et bon appétit. Si ça vous intéresse, pour ceux qui sont sur Toulouse, ou à titre d'exemple, je vous apportais le programme qu'on a, nous, cette année, du Café Philo. Voilà. Alors, malheureusement, je ne pourrais pas trop rester, mais voilà, vous pouvez venir voir, puisqu'en fait, ce qui est la condition du fonctionnement, c'est l'organisation de l'esprit de débat, c'est-à-dire les règles, voilà. Mais qui, de toute façon, quand vous avez des gens qui viennent troller, on est obligé on a des dispositifs réglementaires pour, voilà, parce que sinon, ils viennent détruire la possibilité du débat.